Oui, merci beaucoup. Donc, je vais... Ça marche pas. Et là, ça marche? Oui, ça y est. Donc, je vais effectivement prendre la suite dans un registre qui va être un petit peu différent. Pour deux raisons. D'abord, parce que moi, je vais plutôt vous parler de pratiques de gestion des ressources humaines dans une acception plutôt processus de GRH. Puis la deuxième raison, c'est que malheureusement, je n'ai pas prévu de citer Lionel Jacot, mais voilà, je me rattraperai, mais je n'ai pas trop. Voilà, donc, ce qui est très bien aussi en intervenant à cette heure-ci, non pas parce que c'est l'heure de ma sieste, mais parce que je vais pouvoir passer rapidement sur le contexte. Hein, il est connu, on l'a largement évoqué en long, large, en travers depuis ce matin. Le New Public Management, sa déclinaison en France au travers d'une réforme un petit peu emblématique de ces logiques-là, qui est la loi organique relative aux lois de finances en 2001. Je trouvais intéressant ce matin de rappeler qu'elle avait été adoptée à l'unanimité, parce qu'effectivement, ça doit nous interroger sur la chose politique aussi. Et qui va trouver des déclinaisons, cette loi, qui va trouver des déclinaisons sectorielles dans différentes politiques publiques. Et pour nous, à l'université en particulier, on peut aisément analyser l'adoption et la mise en œuvre de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités comme étant cette déclinaison sectorielle pour nous, avec effectivement cette double logique, liberté en contrepartie de responsabilité, à moins que ce ne soit l'inverse, autour essentiellement de trois ressources jugées stratégiques pour les universités. Donc autonomie financière, transférer des moyens aux universités, autonomie en matière de gestion des ressources humaines, et d'ailleurs, dans la gestion des ressources humaines, il y a la gestion de la masse salariale, qui va en fait représenter la très large majorité des moyens financiers qui seront transférés avec les responsabilités et compétences élargies aux universités. Puis on oublie un petit peu, mais il y avait un troisième volet dans les RCE qui était, sur option, entre guillemets cette fois, la dimension immobilière. Alors, je ne l'avais pas vu au début, je l'ai rajouté parce qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti il y a quelques jours sur le sujet, avec un article du Monde, et ça m'a rappelé qu'effectivement c'était aussi dans le sol. Moi, je vais évidemment plutôt vous parler de la dimension RH, mais vous verrez, je vais être assez rapidement amené évidemment à vous parler de la dimension financière pour la raison que j'évoquais précédemment. Le contexte, c'est aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, ce qu'on a appelé les politiques de site, hein, la création d'écosystèmes territoriaux d'innovation, plutôt centrés sur les universités, disait-on à l'époque. Dans un premier temps, souvenez-vous, avec la création des pôles de recherche d'enseignement supérieur, avec la loi dite Fioraso de 2013, les comités d'université d'établissement, les logiques d'association, les démarches de fusion qu'on a pu observer ici ou là, et quelques travaux d'ailleurs de recherche qui se sont intéressés à un certain nombre de processus de ce type-là. Et puis, un troisième volet, qui est un volet que moi j'aime bien qualifier de catalyse, puisqu'en même temps que le législateur prend ses réformes, au travers de textes de loi ou de réglementation, on a la carotte. On a des incitations financières, pour le dire de manière un petit peu moins crue, avec notamment l'opération Campus. Puis, il a été évoqué ce matin la première mouture du PIA, le programme des investissements d'avenir, crédit extra-budgétaire, PIA 1, 2, 3, 4 autour de l'agence, qu'on peut analyser comme étant des éléments de gouvernement à distance, puisque vous avez un double contexte en fait. Vous avez un contexte où on dit aux universités on vous confère un surcroît d'autonomie, et dans le même temps, au fait, merci de vous rapprocher de vos partenaires territoriaux, et d'ailleurs, pour vous y inciter, nous allons lancer des appels à projets nationaux dont nous allons déterminer les critères. Vous pouvez très bien ne pas y répondre, ou alors vous pouvez répondre en suivant les critères que nous y mettons. Bon, voilà pour le contexte. Alors, quand on m'avait proposé d'intervenir aujourd'hui, de manière un petit peu amusée et provoque, je m'étais dit, tiens, je pourrais faire un truc qui s'intitulerait « Est-ce que finalement ces personnels GAD se sont mieux gérés depuis la loi LRU ?» C'est évidemment pas la question à laquelle je vais répondre, sinon c'est pas drôle, encore que. Et de manière un peu provoque parce que il faut se rappeler qu'à l'époque, le discours des présidents d'université, des ministères, de l'inspection générale et d'un certain nombre d'acteurs de la réforme était de dire, en transférant les moyens financiers et les prises de décision relatives aux ressources humaines aux universités, on va progresser. J'y reviendrai après. Et là, moi, je vais m'intéresser plus particulièrement aux personnes GAD, puisque, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a assez peu de travaux qui ont porté sur cette famille de personnel, qui représente quand même, je suis allé voir le dernier bilan social du ministère, 46% des personnels universitaires. La première fois que j'ai présenté mon travail de thèse, qui était dirigé à l'époque par Stéphanie, je ne sais pas si elle s'en souvient,
La première fois que j'ai présenté ma thèse en réunion de laboratoire, on m'a dit mais ils sont où les 46% de personnel BIATS à l'université? Nous on ne les voit pas, on aimerait bien les avoir dans le labo. Voilà, derrière BIATS, il y a un bel acronyme, mais en fait il y a des gens dans les laboratoires, dans les composants de formation, dans les bibliothèques, à l'agence comptable, au service des finances, au service RH, les personnels d'entretien, les gens qui gèrent les Sorbonne dans les sites d'expérimentation, etc. Il y a beaucoup de monde et beaucoup de métiers différents. Des métiers qui sont en moyenne plus féminisés, et alors suspense, hein, je ne ferai pas de dessin sur la répartition de cette féminisation entre les catégories A, B et C. Et des métiers très variés. Je suis allé voir la dernière version du répertoire national des emplois types qui s'appelle Référence, et dans la dernière version, il y a 242 emplois types. Ce ne sont que les emplois types. Bien sûr, c'est une base de discussion. En fait, on pourrait aller beaucoup plus loin dans la granulométrie. Et je vais essayer de répondre, en tout cas de proposer une lecture de ces transformations avec un triple point de vue. D'abord en rappelant quelle était la vision qui finalement était défendue par les réformateurs du côté... alors j'ai mis de la tutelle, mais on pourrait aussi discuter, on ne l'a pas beaucoup évoqué depuis ce matin, le rôle de Bercy dans la démarche, qui était plutôt une vision orientée vers des moyens, puisque ça pour le coup ça a été dit ce matin, bonne gestion des moyens, mais dans un contexte qui suit la RGPP, la Révision générale de politique publique, puis la marque, la modernisation de l'action publique, etc. Je vais aussi le faire en revenant sur le discours et les pratiques, cette fois, des directions des établissements qui, eux, au moment de la mise en œuvre de la loi LRU, disent « Nous, on veut les moyens, pas juste pour avoir les moyens, on veut les moyens parce qu'on veut être stratège, et pour être stratège, il faut que je puisse mettre les moyens en face de ma stratégie. » Ça, c'est le discours, et il y a un président de l'université qui dit à l'époque dans la presse « Vous allez voir, avec nous, ça va se passer de manière bien améliorée, plus dynamique que ça ne se passait à l'époque, on était dans le giron d'une gestion nationale, du côté de l'éducation nationale. » Et quand on fait cette lecture, en fait, un cadre d'analyse, alors là, je vais en gestion, hein, ça marche assez bien avec la grille de lecture de Bernard Ganango, qui n'est pas une littérature très simple, mais qui nous dit finalement, il s'agit de passer de l'administration à la gestion. Alors il y a aussi toute une littérature sur l'administration, gestion, management, je vous ai parlé de ça, mais on pourrait y revenir si vous voulez. Mais ce qui était intéressant avec la grille de Ganango, c'est que quand il parle de gestion versus administration, c'est de dire l'administration, c'est l'existence de règles qui prédéterminent les décisions, là où la gestion, c'est autre chose puisqu'il s'agit de déterminer des modalités de prise de décision qui effectivement vont avoir vocation à être le meilleur possible dans un contexte donné. Mais cette vision de la gestion, pour le coup, repose moins sur des règles prédéterminées à l'avance. Et puis, ce que je vais essayer de raconter, je vais m'appuyer aussi sur des retours des intéressés, puisque dans ma thèse de doctorat, moi j'étais allé voir aussi des agents. Parce que souvent, quand on travaille sur ces trucs-là, on va voir les présidents, les VP, les DG, les DRH, les directeurs de composantes, etc. Et moi j'avais eu envie d'aller faire parler les agents pour voir un peu quelle était leur représentation, comment ils voyaient un petit peu l'évolution des choses, quel était leur ressenti et qu'est-ce qu'on pouvait tirer de ce ressenti. Et finalement, la question à laquelle je vais plutôt essayer de répondre là, c'est plutôt essayer de se demander, mais au fait, est-ce qu'on peut vraiment dire que cette gestion des personnels BIATS a évolué compte tenu du paradigme de gestion de ressources humaines qui était promu à cette époque-là dans le cadre de la LOLF? Et si on s'amuse à essayer de modéliser un peu ce qui était véhiculé au travers de la LOLF, la proposition que j'avais faite à l'époque, c'était de partir d'un modèle de François Pichot et Jean Nizet, qui est le modèle des conventions de gestion de ressources humaines, les conventions de GRH. Alors, je ne vais pas décrire les cinq modèles, mais le modèle correspond assez bien traditionnellement à la fonction publique en France. C'est le modèle dit objectivant. Et vous allez voir qu'on peut décrire un modèle cible, si je puis dire, promu par les réformateurs de la LOLF, qui est un modèle dit individualisant. Je crois que le titre est assez significatif. On peut penser par exemple à l'image, ça a été évoqué juste auparavant, des primes, l'individualisation de la rémunération, elle rend assez bien compte de ce modèle-là. Et dans ce modèle de l'objectivant à l'individualisant, moi je vais parler des BIATS, mais juste en guise de teasing, si je puis dire, on pourrait faire le même type de travail sur les réformes récentes vis-à-vis des enseignants-chercheurs. Je ne le ferai pas tout de suite, je le garde pour le débat si vous voulez. Alors, dans le passage d'un modèle à un autre, vous avez un modèle historiquement objectivant qui est basé sur une certaine idée de l'administration, avec un grand A, l'administration que tout le monde déteste, évidemment, donc il faut la réformer, il faut arrêter de faire de l'administration du personnel, il faut faire de la gestion des ressources humaines. Voilà la première promesse de ce changement de modèle.
La deuxième promesse, alors ça marche particulièrement bien dans le contexte des universités, c'est de passer d'une gestion nationale à une gestion plus locale, parce que dans une gestion plus locale, la promesse c'est de dire il y a de la proximité, et donc c'est plus simple, c'est plus pertinent pour appréhender les compétences, le mérite, la réalité du travail des individus. Ça, encore une fois, c'est les éléments de discours des réformateurs. Et puis, il y a une troisième composante dans ce changement de modèle qui est de passer d'une administration nationale du personnel fondée sur des statuts, j'allais dire le statut, et en fait, derrière, qu'est-ce qu'on met? On met les filières et les corps de la fonction publique des personnels titulaires, à une gestion locale fondée cette fois sur un métier plutôt que sur un statut, et j'aurai l'occasion tout à l'heure d'être un petit peu plus précis sur ce que ça veut dire de passer à une logique de métier. Et donc finalement, quand on prend ce modèle promu par la LOLF, qui est promu au même moment où les universités deviennent autonomes, ben, qu'est-ce qu'elles font, ces universités? Est-ce que c'est ce qu'elles vont faire? Est-ce que c'est ce qu'elles vont mettre en place? Alors, pour regarder ça, à l'époque, donc moi j'étais allé voir un certain nombre d'acteurs dans 2 universités pluridisciplinaires avec santé. Dans chacune de ces 2 universités, j'étais allé rencontrer à chaque fois un service central, en l'occurrence c'était les directions de la communication, et un service de scolarité, donc une composante de formation en proximité avec les métiers, j'allais dire les métiers de base de l'enseignement et de la recherche. Et là, en fait, j'ai repris les matériaux et les enseignements de cette thèse, je les ai un petit peu actualisés en actualisant aussi les données que j'avais utilisées en partant du bilan social. Parce que si vous voulez faire des comparaisons de chiffres sur l'effectif de personnel BIATS, on parlait du système d'information ce matin, accrochez-vous si vous partez des bilans sociaux des établissements. Le bilan social national du ministère, il a le mérite d'avoir une méthodologie homogénéisée. Et puis, comme je savais qu'on devait se voir aujourd'hui, je suis retourné voir dans une des 2 universités où il y avait peu de turnover, j'ai pu retourner voir certains des agents que j'avais rencontrés en 2017 pour voir ce qui s'était passé depuis. Et toutes ces rencontres tournaient autour d'un objet de gestion, d'un instrument de gestion, le terme a été employé ce matin, particulier, qui est l'entretien professionnel. Rappelez-vous l'entretien que les personnels BIATS passent une fois par an, de manière obligatoire dès lors que leur emploi est pérenne. Cet entretien il est intéressant parce qu'il est complètement dans la logique LOLF, complètement dans la logique d'une convention de GRH individualisante. Et il se déployait à peu près au même moment, et la question c'était de se demander, tiens, en fait, cet entretien, comment il est mis en place? Est-ce qu'il est mis en place? Selon quels critères? Est-ce que ça se différencie selon les établissements, les endroits? Et qu'est-ce que finalement, en parlant d'entretien, on va pouvoir tirer du reste de la gestion des ressources humaines à l'université? Parce que l'entretien, quand il est promu, quand il est mis en place dans la perspective de remplacer, dit-on à l'époque, d'autres outils. D'autres outils sur des questions de mobilité, d'avancement, de carrière, etc. Et est-ce que l'entretien va permettre d'observer ça? Donc c'est ce qu'on a essayé de faire à l'époque. Et en guise de... Vous allez comprendre que j'aime bien le teasing, juste avant de revenir sur ces constats-là, d'abord je voudrais livrer aussi quelques éléments de constat plus génériques. Certains ont été donnés ce matin. Tout ça se fait aussi dans un contexte où on observe une autonomie des universités sous contrainte budgétaire. Querelle autour du fameux glissement vieillesse technicité, les universités qui font l'objet de prélèvements sur fonds de roulement, et puis contraintes réglementaires, parce que l'autonomie ne signifie pas que l'État arrête d'émettre des décrets, des textes d'application, de la réglementation, puisque les personnels des universités restent des fonctionnaires. C'est vrai que le nom de l'établissement employeur sur le bulletin de paye, c'est le nom de l'université maintenant, mais les personnels universitaires titulaires restent des agents de l'État. Donc l'État continue à intervenir. Il y a un second constat qui là vient pour le coup explicitement des bilans sociaux, c'est que si vous regardez les 2 principales filières de personnel administratif titulaire dans les universités, que sont la filière administrative et interministérielle de l'ANS et la filière ITRF, qui est plutôt une filière secteur recherche, enseignement supérieur, en très large majorité, on observe des phénomènes de mutation sur le temps long. Et on voit que la filière administrative tend à décroître progressivement, là où la filière ITRF tend à croître progressivement. Et ça, à l'époque où moi j'ai fait mes entretiens, ce n'était pas complètement assumé. Et les entretiens que j'ai fait au mois de septembre, avec notamment un DRH qui m'a dit oui, en fait maintenant, on assume que c'est une direction dans laquelle on souhaite aller parce que l'ITRF est une filière qui est plus orientée métier. Rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure sur le modèle.
Et puis, un troisième constat, on n'a pas encore, j'ai parlé beaucoup d'emplois titulaires, mais rappelez-vous, un des leviers promus autour de la loi LRU, c'est le développement d'emplois contractuels. C'est la facilitation du recrutement d'emplois contractuels. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce volet du recrutement d'emplois contractuels? On a un petit peu évoqué tout à l'heure sur la partie des enseignants vacataires à l'université. Eh bien, l'IGANR, maintenant qui s'appelle l'IGSR, a rendu un rapport en 2016 où elle fait un bilan plutôt mitigé des possibilités ouvertes par la loi LRU. Il y a eu au début de la loi LRU effectivement un développement de l'emploi contractuel, mais rappelez-vous, entre-temps, l'État prend aussi des mesures de résorption de l'emploi public. La loi Sauvadet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez aussi la tension budgétaire dans les établissements qui peut avoir un rôle sur la manière dont les universités décident de recruter. Est-ce qu'elles décident de recruter sur ce qu'on appelle les plafonds État ou les plafonds établissement? Ça, c'est la technique, c'est typiquement la technique LOLF, pour le coup. Est-ce qu'elles décident de prendre des gens en CDI tout de suite, au bout de 3 ans, au bout de 2 fois 3 ans? Tout ça, c'est des choix qui sont à la main des universités. Et ce que dit l'inspection, c'est que il n'y a pas de constat complètement global sur ce type de pratique. Si on va regarder maintenant ce qu'ont fait les directions des ressources humaines, et plus généralement que ça, la fonction RH, vous imaginez bien que quand on dit aux universités, vous récupérez votre masse salariale, le premier objet de préoccupation des universités, c'est il va falloir que je sois en mesure de payer les gens au 1er janvier. Donc tout de suite, première préoccupation des DRH, c'est masse salariale. Comment je vais la gérer? Est-ce que je suis capable de la projeter? Que pèse le fameux glissement des technicités dessus et comment je l'absorbe? Puis deuxième levier d'intérêt aussi sur l'angle masse salariale, ça va être la mise en œuvre de politiques indemnitaires au niveau des établissements. Et entre-temps, intervient une seconde réforme qui est la réforme qui concerne pour le coup plus largement l'ensemble de la fonction publique, qui est vous savez, le RIFSEP, qui rappelle un peu l'acronyme RIPEC, et c'est pas complètement un hasard. Deuxième volet, puisque la loi LRU favorise le recrutement d'emplois contractuels, les universités adoptent des politiques de gestion d'emplois contractuels. Fréquemment, en mettant en avant un principe à travail égal, salaire égal. Ce qui pose quand même une question, c'est que derrière, vous contribuez à réduire l'attrait des concours de titulaires par rapport aux emplois contractuels qui pourraient avoir un déroulement de carrière calqué sur les titulaires. À quoi bon passer le concours si je peux être en CDI avec un avancement de carrière garanti quasiment équivalent, pour le dire rapidement. Au moment de la loi LRU aussi, le terme qu'ont tous les directeurs généraux des services et tous les DRH et tous les présidents dans la bouche, c'est la GPEC. On va faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et ça, dans les entretiens, à chaque fois que je posais la question, on me disait oui, on va le faire. Et puis chaque fois que je dois donner des exemples que je voulais creuser, en fait, on me disait oui, on va le faire. Mais en réalité, on ne peut pas encore complètement le faire parce que dans le même moment, l'État garde une gestion nationale fondée sur des corps avec des règles édictées nationalement. Et en plus de ça, les règlements de gestion appliqués au personnel contractuel sont calqués sur la gestion des titulaires, des non-titulaires. Et donc la logique de contrat qui irait plutôt avec une négociation, je ne sais pas, tous les ans, tous les 3 ans de son contrat, etc., est remplacée par une logique calquée sur les règlements de gestion des agents titulaires. Et en plus, tout ça est fait sur une référence qui est la filière ITRF. Donc on retrouve la préférence pour la filière ITRF dans les pratiques de gestion. Et puis quatrième constat, on nous dit, maintenant qu'on est autonome, il faut qu'on fasse de l'accompagnement RH. Pour ça, on va utiliser l'entretien professionnel. Et à l'époque, on dit, on va l'utiliser. Et quand je demande, d'accord, mais vous le faites? Non, on ne le fait pas, on n'a pas le temps, parce qu'on est occupé à mettre en place les autres éléments de réforme. Et puis parce qu'on va continuer à faire fonctionner le système antérieur qu'on n'a pas mis en cause sur les procédures d'avancement, etc. Donc là, de ce point de vue-là, non plus, l'entretien professionnel ne sera pas mobilisé pour faire ça, même si derrière, on va voir apparaître quelques initiatives intéressantes et nouvelles qui vont venir mobiliser les DRH, les cellules d'égalité professionnelle, lutte contre le harcèlement. Les DRH vont être aussi appliqués dans les dispositifs de RSU, je crois que c'est Nadège qui en parlait ce matin. On va voir des missions comme ça qui vont se greffer. Et pour autant, est-ce qu'on peut dire que les DRH des universités font de l'accompagnement RH? Je reviendrai presque à l'exemple précédent. Voilà. Et puis, troisième volet, si on va interroger les personnels sur leur ressenti à ce moment-là, dans ce contexte-là. On a évoqué ce matin le clivage centre-périphérie ou centre-composante. Les personnels administratifs le ressentent aussi.
il y a cette idée, ça c'est une expression qui avait été utilisée, le soleil brille à la présidence. J'ai plus de chances de faire carrière si je pars bosser à la présidence que si je reste dans mon labo, dans ma composante, dans mon service décentralisé. Et derrière, il y a des questions bien sûr de ressenti, de sentiment d'arbitraire, de justice, avec une figure clé qui est en situation ambiguë dans tout ça, puisque le manager et cette figure clé, c'est un personnage central dans le modèle individualisant promu par la LOLF, puisque on dit même c'est l'allié de la réforme, l'État présente même le manager comme l'allié de la réforme de la LOLF. Et ce manager, finalement, est-ce qu'on voit chez lui un vecteur de reconnaissance ou un salaud en puissance, pardon pour l'expression. Voilà. Et puis en plus de ça, ce manager, il vient aussi percuter des pratiques de gestion antérieures qui étaient plutôt assurées en commun par l'administration et les organisations représentatives du personnel dans le cadre du paritarisme. Et quand vous demandez à un manager de se prononcer sur les qualités professionnelles de ses agents, c'est pas tout à fait la même logique que quand on demande à l'agent de monter un dossier d'avancement qui passe devant une commission administrative paritaire. Ça vous rappellera peut-être la loi de transformation de la fonction publique. Ouais, et j'ai presque terminé. Tout ça, ça met sous tension ce qu'on appelle le sentiment de justice organisationnelle. Dans une bureaucratie, la dimension procédurale est extrêmement importante. La justice organisationnelle, c'est aussi une dimension distributive. Dans un contexte de vache maigre, on se demande comment on distribue et qu'est-ce qu'on distribue. Et puis finalement, il reste la troisième dimension de la justice organisationnelle, qui est la dimension interactionnelle. Et Robert Holtman écrivait en 2011 que finalement, c'est pas si mal. Tout à l'heure, on parlait de l'individualisation, du prime, du centre, de la motivation de service public, quasiment. Finalement, c'est pas si mal cette dimension interactionnelle. Et ça oblige presque à avoir des managers qui sont peut-être plus fins et plus malins que ce qu'on peut trouver dans d'autres contextes de gestion, parce qu'ils ne disposent pas des mêmes leviers et des mêmes instruments. Donc pour finir, car c'est ma dernière slide, sinon je vais me faire rattraper par la patrouille, ces pratiques de gestion de ressources humaines des personnels VIATS, finalement, on pourrait presque y voir un cas de dépendance au sentier, parce qu'il reste la prégnance de cette logique de corps, et puis la prégnance d'injonction nationale que j'évoquais tout à l'heure en introduction. Ça pose aussi, alors pour être un petit peu polémique et susciter un peu de débat dans la suite, ça pose aussi quelques questions sur le devenir de nos universités en général et toutes ces questions de gestion. Est-ce que nous sommes en train d'aller vers un autre statut qui serait plutôt fondé sur le métier, sur le contrat? Alors, est-ce qu'on est en train d'y aller et puis est-ce qu'il faut que ce soit le cas? Deux éléments de débat. Ça fait étrangement écho à la loi de transformation de la fonction publique. Quand elle est sortie à l'été 2019, moi j'ai vu sortir ça, je me dis tiens c'est marrant, dans les universités, c'est ce qu'on connaît depuis 2007. Donc il y a sans doute des enseignements à aller piocher dans l'expérience universitaire de ce profil. L'autre question aussi, parce que je trouve toujours intéressant, quand on revient un peu plus globalement sur la LOLF, le NPL, c'est que toutes ces réformes, elles portent aussi entre eux une critique de la bureaucratie. Et je lisais il y a quelques temps un article de Régis Martineau qui disait, mais en fait, plutôt que de critiquer les bureaucraties, est-ce qu'il ne faudrait pas inventer une meilleure bureaucratie, renouer avec le sens de ce qu'était initialement la bureaucratie, même s'il y a aussi des approches critiques qui existent, Graeber qui le sait il n'y a pas très longtemps, etc. Et puis, troisième perspective, on évoquait tout à l'heure le côté un peu déstructurant des collectifs de travail qu'il peut y avoir en un certain nombre d'instruments de gestion individualisants. On a aussi en management public d'autres approches qui se développent depuis déjà pas mal d'années, qui peuvent être fondées plutôt sur ce qu'on appelle par exemple la motivation de service public, sur les valeurs. On a parlé ce matin des valeurs et l'attachement des personnels à la... Je ne sais jamais comment on traduit publicness, publicitude, je crois qu'on dit comme ça. Publicitude. Oui, publicitude, à l'ensemble, on dit comme ça en général. Par rapport aux techniques classiquement importées via le New Public Management. Et puis, s'il y a des gens parmi vous qui ont envie de creuser ces questions-là, j'ai en tête, j'ai des idées, des choses que j'aimerais bien faire dans les mois, les années qui viennent, allez regarder les fameux IDEX et les ICI, parce qu'à une époque, les gens qui étaient lauréats des IDEX et des ICI disaient maintenant qu'on a eu ces moyens supplémentaires, on va pouvoir vraiment dynamiser nos pratiques de GRH. Un angle sur la confiance organisationnelle, parce que finalement, quand on discute avec les agents, on tombe rapidement sur des questions de confiance. Pourquoi les universités font plus du CDD plutôt que du CDI? Est-ce que c'est pas parce que quelque part, elles se demandent si elles vont continuer à les payer dans la durée avec les subventions pour charge de service public qu'on leur donne? Et puis il y a une troisième question, et là j'en arrive au volet enseignant-chercheur, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de ces réflexions sur les réformes récentes qui concernent plutôt les enseignants-chercheurs, avec la mise en place du référentiel d'équivalence horaire, la mise en place plus récemment du RIPEC, ou la mise en cause par exemple de la qualification
aux fonctions de professeur de gymnastique, ou de maître de conférence dans une formation. Voilà. J'ai